Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a, au cours de son séjour italien, rencontré l'Association pour le développement des entreprises italiennes en Afrique, une association qui veut investir en Côte d'Ivoire. Les douanes ivoiriennes ont réalisé une plus-value de 8,1 milliards de francs. Pour le seul mois d'avril, le ministre du Budget a reçu la primeur de cette bonne nouvelle. Un mur s'est effondré à Bobo, à côté de l'hôpital général. Bilan 6 blessés, dont 3 graves et d'importants dégâts matériels. À l'étranger, au Népal, il n'y a plus de chance de retrouver des survivants après le violent séisme qui a fait 6 621 morts et 14 000 blessés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Tout à l'heure, la page culture et l'invité est M. Sédinan Chérif Ahmed. Il est sur notre plateau. Il va nous parler de son ouvrage intitulé La dictature culturelle. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, que j'aurai le plaisir de recevoir dans une trentaine de minutes. Mais avant, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est en Milan, en Italie, où il a eu une rencontre avec l'Association pour le développement des entreprises italiennes en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Cette association est constituée de grands groupes italiens. Elle entend contribuer au développement de l'industrie en Côte d'Ivoire. Le point avec Hugues Hervé, notre envoyé spécial. La Côte d'Ivoire qui gagne, la Côte d'Ivoire qui intéresse fortement les investisseurs. La preuve en a été donnée à Milan. Dans cette salle et pour des échanges francs avec le chef du gouvernement ivoirien, les membres de la Confindustria As-Africa et Méditerranéo, qui est l'association pour le développement des entreprises italiennes en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Ces chefs de grands groupes ou d'entreprises représentatives italiennes avaient à cœur d'en apprendre davantage sur les potentialités de la Côte d'Ivoire, intéressés qu'ils sont par le pays, par son secteur industriel. Une rencontre très intéressante, très importante pour les entreprises italiennes que nous représentons, les entreprises industrielles intéressées à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un grand développement à ce moment et une très grande légitимance, sa classe politique est nouvelle. Et donc, on va voir comment développer ensemble un développement industriel du pays. L'énergie, l'agriculture, le recyclage de pneus usagés, la banque, dans ces secteurs et beaucoup d'autres évoluent les hôtes du Premier ministre ce mercredi à Milan. Leur intérêt pour la Côte d'Ivoire est porteur. Ce que je note, c'est un intérêt manifeste des Italiens pour le développement d'un certain nombre de secteurs d'activité qui les intéressent, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur donc de l'énergie. Et nous avons vu aussi le secteur donc agricole dans le sens des machines agricoles. De manière donc globale, nous estimons que c'est essentiel que tous ceux que nous avons rencontrés ici viennent à Abidjan dans le cadre d'une mission. Et donc on est en train de voir les modalités pratiques et les dates avec l'ambassadeur, de manière à ce que nous puissions les recevoir globalement donc sur la Côte d'Ivoire et voir l'avancement donc des différents éléments qui ont fait l'objet de discussion avec le comité donc de suivi qu'on mettra en place. L'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Milan ont consacré le grand intérêt des milliers d'affaires italiens pour la Côte d'Ivoire. La délégation de chefs traditionnels camerounais qui séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Cameroun a rencontré le Conseil national des rois et chefs traditionnels, des chefs coutumiers du Tchologo et d'Abobo Baoulé. Avant cette série de rencontres, le chef du Parlement camerounais a été investi chef coutumier ivoirien pour ses initiatives en faveur du rapprochement des peuples ivoiriens et camerounais. Reportage Léon Brou. Il peut désormais donner des directives et des ordres dans la pure tradition et ça sera exécuté partout en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun est investi des pouvoirs de chef coutumier avec pour nom de règne Nanana Abrogwa, un très emblématique chef traditionnel et prié des temps passés. Je suis vraiment très honoré parce que je n'ai pas chef qui veut. Je suis chef aujourd'hui de par la volonté des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.
Et je vous remercie très sincèrement. Cette fonction-là, je l'assumerai pleinement. Djibril Yégué, selon le Conseil national des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, doit son intronisation à son engagement à promouvoir les us et coutumes d'Afrique et le rapprochement des peuples. Une illustration, ces échanges entre chefs coutumiers ivoiriens et camerounais. C'est sous l'impulsion des chefs de parlement des deux pays pour permettre aux participants de mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement de la chefferie au Cameroun comme en Côte d'Ivoire. Quelques disparités, notamment la possibilité pour l'auxiliaire camerounais de l'administration de briguer des postes politiques. Pour la sécurité de nous chefs, nous-mêmes, nous devons faire en sorte que d'être apolitiques. Au Cameroun, c'est surprenant qu'un député soit chef traditionnel. Ça arrive, on peut corriger. Maintenant que nous sommes tous dans le multipartisme et en démocratie, ça devient assez délicat pour les chefs traditionnels que nous sommes, qui ne sont pas forcément apolitiques, mais qui doivent faire des efforts pour rester à peu près neutres. C'est une position assez difficile, mais je crois que c'est l'effort que nous devons faire, rester neutres. Et ça nous donne le pouvoir de parler avec autorité à tous ceux-là qui sont nos enfants, qui sont chefs d'État, présidents d'Assemblée, ministres, députés. La délégation de chefs coutumiers camerounais a aussi rencontré les Atchans d'Abobo Baoulé et les Sénoufos du Tchologo, la région natale de Guillaume Soro. Sujet abordé, les fondements des communautés Sénoufos et Atchans, leur organisation et fonctionnement, les prérogatives et limites des chefs de ces communautés, ainsi que le mode de gestion du pouvoir. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget en visite dans les directions et services placés sous sa tutelle, Abdrahmane Cissé, était dans les bureaux de la recette douanière pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Il a félicité la direction générale qui vient de réaliser pour le seul mois d'avril une plus-value de 8,1 milliards de nos francs. Le point avec Adama Koné. Au terme de 3 heures de visite, c'est un ministre heureux qui a quitté les locaux de la recette principale des douanes, située en zone portuaire. Et pour cause, c'est une plus-value de 8,1 milliards de francs CFA que la douane réalise pour le mois d'avril qui vient de s'achever. Montant qui s'ajoute aux 21,5 milliards de francs CFA de surplus enregistrés au premier trimestre 2015. Et cela est dû à l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Direction générale des douanes pour justement nous permettre, 1, d'atteindre l'objectif qui a été fixé par le gouvernement, mais 2, avec les efforts qui ont été faits, de même les dépasser. Nous n'allons pas nous arrêter là. Il ne faut pas, bien entendu, se reposer sous ses lauriers. Donc c'est un signal et un appel à aller même plus loin, de sorte à ce que les mois à venir, nous puissions continuer dans cette lancée pour respecter les objectifs, mais pourquoi pas les dépasser. L'administration douanière perçoit cette visite comme une source de motivation supplémentaire pour mieux accomplir sa mission, selon le directeur général des douanes Issa Koulibaly. La recette principale a souhaité avoir un véhicule blindé pour le transfert des fonds, la rénovation des locaux et des véhicules de liaison. Séance tenante, le ministre Cissé a remis les clés de 2 véhicules pour soulager l'équipe. Il a aussi donné instruction pour la réhabilitation des bâtiments. Avant de se rendre à la recette principale, le ministre en charge du budget a visité le bureau des douanes du port chargé des exportations, incendié dans la nuit du mardi au mercredi. Il s'est voulu rassurant. Heureusement, aucun préjudice humain. Le préjudice n'est que matériel. C'est dur à chiffrer aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que les dédouanements continuent de se faire dans de bonnes conditions. Si vous voulez exporter du cacao ou si vous avez des exportations à faire, aucun problème se pose, vous pouvez toujours le faire et c'est vraiment le plus important. Pour l'année 2015, il est demandé à l'administration douanière de mobiliser 1 392 milliards de francs CFA sur les 5 014 milliards de francs CFA du budget national. On s'intéresse maintenant à la 25e réunion du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest. Ce comité est chargé d'apporter assistance dans les domaines des statistiques, du secteur financier et des dépenses publiques. Il contribue au renforcement des capacités, des ressources humaines et des structures financières dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Francis Boifo. 12 ans après la mise en œuvre du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, que d'acquis pour les 10 pays membres. L'exemple de la Côte d'Ivoire. Au niveau des douanes,
Un système automatisé de gestion du risque de fraude a été opérationnalisé depuis janvier 2015. Auprès de nos administrations fiscales, les centres des moyennes entreprises ont bénéficié d'un appui technique qui a permis leur renforcement. En matière de statistiques nationales, la production des comptes nationaux a été accélérée et des comptes nationaux trimestriels sont produits. Des ministères pilotes expérimentent en ce moment avec Afritac de l'Ouest la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État et des pas importants ont été accomplis. Afritac de l'Ouest assiste les pays en matière de gestion des dépenses publiques, de dette, du contrôle et de supervision bancaire, de statistiques économiques, d'administration fiscale et douanière. Les priorités, c'est de pouvoir trouver les moyens nécessaires pour soutenir les réformes engagées au niveau des finances publiques. Recherche de ressources financières, recadrage des projets prioritaires au titre de l'exercice 2015. Autant d'éléments qui feront l'objet de réflexions lors de cette 25e réunion de l'Afritac de l'Ouest à Abidjan. Lever de mot d'ordre de grève des syndicats du secteur éducation-formation, une décision prise après la déclaration du président de la République Alassane Ouattara de débloquer les salaires des fonctionnaires et de reverser les ponctions de 2013 et 2015. Ce collectif syndical, dans une déclaration, invite ses membres à reprendre les cours le lundi 4 mai. Doigt des lasers. Ce lundi 4 mai, les élèves et enseignants des lycées et collèges vont regagner les classes. Le collectif des syndicats des emplois et associations du secteur éducation-formation, en grève depuis le 5 février dernier, met fin ce samedi 2 mai à son mot d'ordre de grève. Ce collectif syndical revendiquait, entre autres, le paiement des arriérés dus aux effets financiers du reclassement et de la bonification indiciaire, le déblocage des salaires à la fin du mois de mars 2015. Un arrêt de travail et la retenue des notes avaient été observés du 2 au 4 mars 2015. Ce vendredi 1er mai, le président de la République Alassane Ouattara a donné une suite favorable à leur requête en autorisant le déblocage des salaires des fonctionnaires et le reversement des ponctions de 2013 et 2015. Des mesures salutaires selon le syndicat qui appellent à la reprise des activités le lundi 4 mai. Le collectif, pour montrer sa bonne foi, bien que n'ayant pas été entièrement satisfait, décide 1. De suspendre son mot d'ordre d'arrêt de travail prévu initialement du lundi 4 au vendredi 8 mai 2015, de lever toutes les mesures conservatoires en vigueur en rendant les notes et les moyennes que tu as retenues. Camarades, le collectif, en te réitérant ses félicitations, t'appelle donc à reprendre toutes les activités professionnelles à compter du lundi 4 mai 2015 à 7h30 et à rester à l'écoute pour la suite de la lutte. Le BEN de la coordination voudrait donc remercier très sincèrement le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Draman Ouattara, pour son implication personnelle à la résolution de la crise qui frappe l'école ivoirienne. Nous ne saurions oublier Madame la ministre Kandia Camara pour sa disponibilité à toujours trouver des solutions idoines à tous les problèmes posés par les enseignants. Le BEN de la coordination, fidèle à sa méthode de préservation des acquis, invite tous les militants et sympathisants à la reprise effective des cours à partir du lundi 4 mai 2015 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Merci au président de la République pour l'annonce du déblocage des avancements prévus cette fin de mois de mai 2015. Lui dit aussi merci pour avoir consenti au remboursement des ponctions sur les soldes. Camarades, le Bureau national de la Fédération des instituteurs pour la revalorisation de l'école en Côte d'Ivoire, en acronyme FIRECI, vous demande de reprendre dès lundi le chemin de l'école afin de pouvoir terminer cette année scolaire 2014-2015 en beauté. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le bureau exécutif national du syndicat national des conseils pédagogiques de Côte d'Ivoire, SINACOPESI, voudrait vous remercier pour le déblocage des salaires des fonctionnaires de Côte d'Ivoire en général et en particulier pour ceux des conseillers de l'enseignement préscolaire et primaire. Vous venez de poser un geste hautement humanitaire qui restera gravé dans la mémoire collective des Ivoiriens. Bonne nouvelle pour les élèves qui vont donc reprendre le chemin de l'école après plus d'un mois de perturbation.
Les élections des comités locaux du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, initialement prévues pour demain dimanche, sont reportées à une date ultérieure. Pour des raisons techniques, la déclaration a été faite par Nda Kofi-Pierre, président du comité électoral. Nous intervenons au nom du comité électoral du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour vous annoncer le report SINDI de l'élection des comités locaux prévus initialement pour ce dimanche 3 mai 2015 pour des raisons techniques liées à l'organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Nous vous prions de rester à l'écoute car de nouvelles dates seront communiquées dans le plus bref délai. Pour la suite du processus, les listes des candidats et des électeurs publiées par le comité électoral restent valables et ne subiront aucune modification. Retenez que le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire est une plateforme des organisations de jeunesse. Elle existe depuis 2012. Son objectif premier est de permettre aux jeunes d'exprimer leur point de vue sur un certain nombre de sujets. 41 enseignants-chercheurs de l'Université Félix Houphouët-Boigny ont obtenu leur agrégation en médecine au 17e concours CAMES. En 2014, ces enseignants, désormais maîtres de conférences agrégés, ont été honorés par la communauté universitaire. Une cérémonie de remise de diplôme initiée donc par l'Université Félix Houphouët-Boigny. Reportage. Ils font désormais partie du bois sacré des enseignants de rang A. Ces professeurs d'université ont obtenu leur agrégation en novembre 2014 au 17e concours CAMES de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Ils reçoivent la reconnaissance de la communauté universitaire. Mes chers collègues, vous venez de passer avec succès le parcours initiatique du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-agir. Par votre engagement personnel, vous contribuez par votre succès à faire de notre université, inscrite dans la tradition de l'excellence et du mérite, une institution de référence dans la sous-région et dans le monde. Ce succès est certes le fruit d'un travail personnel, mais surtout celui d'un apprentissage dont tous ici présents êtes les acteurs majeurs et essentiels. Ce concours est supervisé par un jury international. Il a pour objectif de former des enseignants-chercheurs de très haut niveau. C'est un concours qui permet d'apprécier à la fois la capacité pédagogique des enseignants et des chercheurs, leur capacité en matière de recherche et leur professionnalisme. C'est un concours d'excellence. Sur 51 candidats déclarés à ce concours, l'Université Félix Houphouët-Boigny a enregistré 41 lauréats. Ces hommes et femmes deviennent ainsi des maîtres de conférences agrégés. La Constitution ivoirienne doit être révisée. Selon le Rassemblement pour le peuple de Côte d'Ivoire, une nouvelle rédaction s'impose à l'approche de l'élection présidentielle. Cette proposition, ainsi que plusieurs autres, ont été consignées dans une charte et le document a été présenté mercredi dernier par le président du parti, le professeur Bamba Mori-Ferré. Les détails avec Sidonie Ouaka-Davila. Face à la violence politique que connaissent bon nombre de pays africains, le parti du RPCI, Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, veut éviter au pays de vivre ces expériences à l'approche des élections et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire d'avancer véritablement vers la démocratie. Comme suggestion, le professeur Bamba Mori-Ferré, président du parti, propose la rédaction et l'adoption d'une nouvelle constitution. Une constitution extirpée de tous les éléments conflictuels. Nous avons besoin d'une nouvelle constitution plus démocratique, que la disposition concernant la limitation du mandat présidentiel soit rendue non modifiable. La limitation de l'âge des candidats n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est la santé psychique, physique et morale des candidats. Que la Constitution prévoit dans ses dispositions une lutte résolue contre l'impunité. Cette disposition présentée dans une charte, le RPCI souhaite qu'elle soit le point d'enracinement de la démocratie. Également, il espère que les acteurs politiques se les approprient en vue d'une nouvelle constitution
gage des élections beaucoup plus démocratiques. À la question de savoir si le RPCI présentera un candidat à la présidentielle prochaine, le parti de gauche se réserve pour le moment. Sa réponse sera connue au cours d'un congrès extraordinaire qu'il prévoit pour le 16 mai prochain à la Bourse du Travail. Le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, était récemment dans la région du Haut-Sassandra, précisément à Vavois, une occasion pour Charles Niaouré d'inviter les responsables locaux du RDRA à s'investir dans la remobilisation des militants pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre 2015. Reportage à Boussanogo. Salle de fête de la mairie de Vavois. Rencontre entre Charles Niaouré, le président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence et les responsables locaux du Rassemblement des républicains de Vavois. Au centre de cette rencontre, la mobilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain et ce, par un score éclatant dès le premier tour. Selon Charles Niaouré, toutes les actions de développement de la Côte d'Ivoire du président de la République Alassane Ouattara plaident en sa faveur. Il exhorte donc les responsables locaux à l'union, au rassemblement et à la cohésion autour de sa candidature. C'est seulement dans l'union, la cohésion, l'entente entre nous que nous réussirons à offrir ce qu'on a au docteur Alassane Ouattara. C'est vrai que le RDR peut avoir ses activités, mais pensez à faire des activités ensemble pour montrer à l'adversaire politique que nous sommes une famille prophétiste, nous sommes une famille qui pardonne, nous sommes une famille qui va vers l'émergence. Message reçu par les animateurs locaux du Rassemblement des Républicains de Vavois qui s'engagent à tout mettre en œuvre en vue d'offrir un second mandat au président Alassane Ouattara. Il nous a interpellé que chacun de nous doit faire un effort, entrer de maison en maison, de cours en cours, pour battre campagne, en tout cas du docteur Alassane Ouattara pour sa réélection en 2015. Le message de Charles Niaouré, en tout cas, c'est un message fort qu'il faut prendre, en tout cas, à bras le corps. Un engagement des militants du RDR, du département de Vavois, qui sonne la mobilisation autour de la réélection du président Alassane Ouattara. Après le département de Vavois, le président de la Force 2015, Charles Niaouré, se rendra dans les autres régions du pays. Et avant la visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lagnébi-Tiassa le lundi 4 mai prochain, la première dame de Côte d'Ivoire a fait parler son cœur. Elle a fait d'importants dons aux populations, le tout d'une valeur de 250 millions de nos francs. Ces dons ont été remis ce samedi même à la préfecture d'Agboville. Le compte rendu complet de Thomas Nguessambi dans nos prochaines éditions. Et en prélude à la visite du chef de l'État dans l'Agnébi-Tiassa, le président du conseil régional, Martin Ndombolo, a animé une conférence de presse à objectif sonner la mobilisation afin de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Réussir le pari d'une mobilisation historique, telle est la volonté affichée par Martin Ndombolo, le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Au cours d'une conférence de presse animée au siège de l'instance, Martin Ndombolo a remercié les populations pour l'accueil réservé au président Alassane Ouattara lors de sa visite le 16 avril dernier dans les départements de Sikensi, Tiassalé et Tahabo. Nous avons reçu le chef de l'État dans une ferveur totale. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour dire merci. Merci à toute la population de ces 3 départements de la région de l'Agnébi-Tiassa pour leur mobilisation. Pour cette autre visite du président Alassane Ouattara dans le chef-lieu de région à Agboville le 4 mai prochain, un seul mot d'ordre, la mobilisation. Chers frères et sœurs, chers parents du département d'Agboville, mobilisons-nous. L'heure a sonné pour dire au président Alassane Ouattara que nous adhérons pleinement à sa politique de développement et que nous adhérons pleinement à sa vision de cohésion sociale et que nous sommes avec lui. Pour Martin Ndombolo, les besoins d'Agboville sont nombreux. Pour cela, le chef-lieu de région sera mobilisé pour réserver un accueil triomphal au chef de l'État.
À Dimbokro et Bandoukou, la fête du travail a été célébrée. Comme partout dans le pays, une occasion saisie par les travailleurs pour demander la consolidation de leurs acquis et la mise en œuvre des promesses. Suivez les reportages de Thérèse Yoboué, Chantal Akonda et Atoubé Jeune. À Bandoukou, la célébration de la fête du travail a donné lieu au renforcement de la cohésion sociale entre les communautés. Un match de football s'est disputé entre les Oué et les Sénoufos après un défilé des travailleurs. Auparavant, Khalidja Kwame, secrétaire général 2 de préfecture, a invité les travailleurs à se mettre au travail avec abnégation et conscience professionnelle. Elle leur a demandé également d'éviter de poser des actes qui pourraient annihiler les efforts consentis et détruire les acquis. À Dimokro, Gabriel Bilé-Diemeleou, maire de la ville, a encouragé les travailleurs à la poursuite du dialogue social. Puis, il a félicité les responsables des unités industrielles locales qui apportent des solutions aux problèmes de l'emploi, notamment en faveur des jeunes. Le directeur régional du travail, Bofo Kofi, a pour sa part demandé une trêve sociale, arguant que des acquis ont été obtenus par le dialogue et non par des grèves. Mais en dépit de ces acquis, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi il demande aux travailleurs de préserver la paix sociale qui permettra au gouvernement d'améliorer encore la qualité des travailleurs en Côte d'Ivoire. Quant aux représentants des travailleurs, il a pour sa part insisté sur des inspections régulières des agents contrôleurs de la CNPS dans les entreprises afin d'engager des poursuites judiciaires contre les chefs d'entreprise fautifs. Les travailleurs de Gagnoa ont sacrifié à la tradition du 1er mai, place de la République. Défilé, banderoles et pancartes expressives. Au final, 2 déclarations et 5 motions lues par leurs délégués respectifs, dont une adressée au président de la République pour ses efforts tendant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La directrice régionale du travail de la région du Go, Chatou Sanogo, a rappelé aux travailleurs qu'au-delà de leurs droits, ils ont des devoirs. La secrétaire générale 1 de la préfecture de Gagnoa, Anastasie Nathalie Akou, a donné l'assurance de transmettre à sa hiérarchie leurs doléances, tout en invitant les travailleurs de Gagnoa à entretenir l'espoir de lendemain meilleur. À Boisflé, un 1er mai festif rappelant la fête de l'indépendance, mais de son esprit différent. Le porte-parole des travailleurs, Pascal Nzi, a dénoncé la précarité des emplois dans le secteur de la boulangerie et dans les écoles privées. Autre réalité épinglée, la condition des agents de la mairie qui attendent toujours la signature du décret portant statut des personnels des collectivités décentralisées. L'occupation anarchique des trottoirs, la divagation des animaux ainsi que les coupures intempestives d'eau et d'électricité. Tout en rassurant les travailleurs que le président de la République est à leur écoute et de l'attention soutenue des autorités locales, le préfet Lucien Adrien Bamélé leur a rendu hommage en ce que, dit-il, les travailleurs de la région de la Maraoué contribuent chacun à son niveau à la diversification et au dynamisme de l'économie de la Côte d'Ivoire. À Abangourou, la cérémonie s'est déroulée à la préfecture. Le secrétaire régional de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Edouard Bois-Bonzou, a traduit sa reconnaissance au chef de l'État pour les sacrifices consentis à l'égard des travailleurs. Cependant, il a exhorté le président de la République à continuer cette politique sociale ardue afin d'offrir des conditions de vie meilleures pour l'épanouissement social des travailleurs. Plusieurs résolutions et motions lues ont été consignées dans un cahier de revendications et remis au préfet de région Fadi Ouattara. Ce dernier en a pris acte et promis de le transmettre au chef de l'État, tout en invitant les enseignants grévistes à la patience quant à l'augmentation des salaires et le paiement de tous les avantages qui leur sont dus. Les travailleurs de Sassandra ont, à l'occasion de la fête du travail, exprimé pour la 1e fois au préfet les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Selon eux, le département de Sassandra n'offre pas l'essentiel aux travailleurs qui exercent, surtout que leur nombre s'est accru avec l'ouverture de nombreuses directions régionales et de structures privées suite à l'érection du département en chef-lieu de région.
Le département de Sassandra compte près de 1000 travailleurs du public et du parapublic. Le préfet de région Ernest Boni a rassuré ses administrés en leur promettant des solutions à l'ensemble de leurs préoccupations. Il a indiqué que ces difficultés sont en voie d'être résolues. Ce samedi, aux environs de 8 heures, un mur situé juste à côté de la clôture de l'hôpital général d'Abobo Sud s'est effondré. Bilan 6 blessés, dont 3 graves et d'importants dégâts matériels. Magbe Karabouali souffre d'un traumatisme crânien. Noga Dion Dosso, enceinte, souffre également d'un traumatisme crânien et a même perdu connaissance. Aïcha Bamba, quant à elle, a le pied gauche fracturé. Ces 3 commerçantes de la commune d'Abobo blessées sur les 6 enregistrés sont les cas graves. L'origine de leur blessure, ce mur qui s'est effondré ce matin aux environs de 8 heures, non loin de la clôture de l'hôpital général d'Abobo Sud. Un mur construit par les commerçants eux-mêmes. C'est mis de l'hôpital, c'est ça qui est tombé sur nous. Et ma poisson frère. Je suis en train de placer poisson au service des clients. Et c'est pas que mine là ça vient, c'est tombé sur moi. D'eau là. Il y a un côté qui fait trop mal. Mon pied aussi. Voilà ça. D'habitude, c'est pas là-bas, il m'assoit. C'est juste pas tu m'assois là-bas. Ce moment, ils vont juste au bord du bidon. Hospitalisés à l'hôpital général d'Abobo Sud, les 3 blessés doivent être évacués urgemment dans l'un des CHU du district d'Abidjan. Il y a une femme enceinte qui ne réagissait pas. Et là, elle a commencé à réagir. Bon, on les a pris automatiquement en charge. Il y en a 3 qu'on va évacuer et puis on va voir ce qui va se passer. Déguerpis il y a de cela 2 semaines par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Ces commerçants et vendeurs ambulants sont revenus et ont repris leurs activités le long de la clôture de l'hôpital. La clôture n'est pas solide. Il faut qu'ils fassent attention. Que les marchands et les commerçants et les vendeurs ambulants arrêtent de s'installer le long de la clôture. Ici, là, ce n'est pas un lieu. Vu les dangers. C'est pour ça que nous, on leur a dit de ne même pas s'approcher du mur. En attendant qu'on leur trouve une situation au niveau de la mairie, de dégager carrément. Mais malheureusement, cette fois-ci, bon, ça c'est les ambulants. Hein. Quand tu n'es pas là, bon, ils sont avec les assiettes, dans les trucs, ils viennent s'asseoir. En vue d'éviter d'autres drames, responsable de l'hôpital général d'Abobo Sud et président d'association de commerçants exhorte une fois de plus commerçants et vendeurs ambulants à s'éloigner de la clôture de l'hôpital. À l'étranger, une semaine jour pour jour après le séisme qui a frappé le Népal, il n'y a plus aucun espoir de retrouver des survivants dans les décombres. Annonce faite par le gouvernement népalais. Le dernier bilan officiel s'élève à 6 621 morts et plus de 14 000 blessés. On passe maintenant à la page culture, comme tous les samedis, et l'invité de la page culture est M. Seydina Chérif Ahmed, qui est sur notre plateau. Littérature, donc la dictature culturelle, c'est le titre de son œuvre écrite par Chérif Seydina. La dictature culturelle est une chronique de 372 pages qui appelle au réveil de l'Afrique en mettant en valeur son potentiel culturel, scientifique et religieux. L'auteur veut également amener l'Africain à se débarrasser du joug de la colonisation et à prendre en main son destin. Commentaire Sita Soro. L'Afrique a des valeurs et des potentialités. Pour cela, elle doit se réveiller et se prendre en main. Voici en quelques mots ce dont il est question dans l'œuvre de Chérif Ahmed Seydina, intitulée « La dictature culturelle ». Pour Chérif Ahmed Seydina, il faudra que les Africains en prennent conscience, ce qui les amènera à se débarrasser de la chaîne coloniale et esclavagiste qui continue de les asservir. Selon l'auteur, le sous-développement dans lequel demeurent les États africains, particulièrement incarné par Sio Fénan, pays fictif dont il est question dans son œuvre, ne trouve pas ses causes dans les diagnostics classiques de macroéconomie, mais plutôt dans l'acculturation, l'aliénation des consciences subies par les peuples africains. Ainsi, il appelle à un retour aux valeurs culturelles et traditionnelles incarnées par leurs ancêtres, seul gage de développement. La dictature culturelle, chronique de 372 pages, s'articule autour de 16 chapitres, dont les 8 premiers retracent l'histoire de l'Afrique, ses pratiques et ses découvertes. Les 8 autres démontrent le rapport de causalité qui existe entre histoire et développement. Pour conclure, Chérif Ahmed Seydina démontre que le développement de l'Afrique
dépendra d'une révolution culturelle, scientifique et religieuse fondée sur les populations africaines. Voilà, c'est à nous. Merci encore d'être là. Qu'est-ce que la dictature culturelle? La dictature le mot dictature vient du mot latin, dictatura, qui désignait à l'époque de la République romaine, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui déterminait la magistrature suprême qui était donnée à un être humain. Tous les pouvoirs étaient remis à un être humain qu'on appelait dictateur, c'est-à-dire celui qui parle en cas de crise, en cas de forte crise, pour que ce dernier, dans un délai de 6 mois, puisse régler les problèmes. Alors, donc aujourd'hui, nous savons très bien que l'Afrique est en crise. Et nous disons que la dictature culturelle, c'est le fait de remettre tout le pouvoir suprême à la culture pour pouvoir sauver l'Afrique. L'Afrique est en crise. Oui, l'Afrique est en crise parce que l'Afrique est sous-développée depuis plus de 60 ans d'indépendance. Alors donc nous disons que pour le développement de l'Afrique, pour le développement des peuples africains, il faut que nous mettons tout le pouvoir à la culture pour que la culture puisse nous sauver. Et donc la culture a-t-elle encore sa place? Vous pensez que la culture a sa place dans le développement? Comment ça? Oui, comment cela peut se faire? Voilà, parce qu'il faut donner une définition claire de la culture pour que les uns et les autres puissent comprendre. Oui. Parce qu'en Afrique, généralement, on assimile la culture uniquement qu'à la danse. Or, la culture, c'est la pièce d'identité d'un peuple, en premier lieu. Et en second lieu, la culture, c'est la capacité de mesurer l'intelligence d'un peuple. La culture, c'est tout ce qui est issu à partir de tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est créé à partir de l'intelligence d'un peuple. Et troisièmement, la culture, c'est le moteur du développement. Alors, donc, si l'Afrique veut aller au développement, il faut que l'Afrique puisse s'appuyer sur sa culture qui existe toujours. Parce que ce qui reste à l'Africain depuis plus de 500 ans de colonisation, d'esclavage et autres, c'est sa culture. Alors, l'Africain n'est plus ce qu'il est hier, parce que c'est vrai, nous sommes tous noirs, mais nos mentalités sont enchaînées, nos mentalités sont aliénées, et c'est seule la culture africaine qui, aujourd'hui, peut amener l'Afrique au développement. Donc, vous réclamez un retour en arrière. Comment cela peut se faire? Comment cela peut s'appliquer aujourd'hui? Non, la culture, ce n'est pas un retour en arrière, parce que ce qui fait peur aussi aux Africains, quand on parle de la culture, on pense à l'archaïque, ce qui est archaïque. Non, la culture, c'est matin, midi et soir, c'est notre vécu, c'est notre réalité, c'est notre environnement. Mais malheureusement, je pense que cet environnement est piétiné parce que nous recevons beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, surtout les médias qui nous démontrent beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Alors, donc, quand on parle de la culture africaine, on a l'impression, et les gens ont peur, ils pensent qu'on parle de retour à ce qui est ancien, parce que nous ne confondons pas histoire et culture. C'est vrai que les deux peuvent aller ensemble, mais il y a l'histoire qui retrace tout ce qui est ancien, tout ce qui est événement ancien et autres, mais la culture, c'est matin, midi, ça c'est chaque jour. D'accord, mais dans ce cas, que pensez-vous de la mondialisation alors? Pour moi, la mondialisation, actuellement, telle que la mondialisation est vue, n'arrange pas du tout l'Afrique. Et comment cela? Oui, je vais m'expliquer. Parce que si vous avez remarqué, la mondialisation, les autres déversent ce qui est négatif chez eux, chez nous, ici. Je prends un exemple très simple. Vous savez, mais vous ne pensez pas plutôt qu'on pourrait prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon? Avant de prendre ce qui est bon chez eux, il faut déjà exploiter ce qui est bon chez nous d'abord. Or, nous abandonnons tout ce qui est bon chez nous, même tout ce qui est mauvais chez nous, et on prend tout ce qui vient d'ailleurs. J'expliquais quelque chose. Je disais que la mondialisation telle qu'elle est vue, c'est que les autres sont en train de déverser ce qui est négatif chez eux. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, quand on parle du tiers-monde, ce sont les pays africains qui sont alignés. Or, en réalité, tiers-monde vient de tiers pays qui étaient en Europe et qui désignaient les plus pauvres. Quand on a mondialisé tiers pays, ça devient tiers-monde. Et c'est nous qui sommes désignés comme tiers-monde. On prend aussi pays pauvres très endettés, on prend pays sous-développés, on prend pays en voie de développement. Tout ceci concerne l'Afrique. Et ça, nous pensons que ça rime à l'objectif, c'est d'affaiblir moralement et spirituellement l'Africain. Or, quand on est faible moralement, quand on est faible spirituellement, on ne peut pas aller au développement. Monsieur Sedina, vous êtes un révolutionnaire. Hein? Vous êtes donc aussi contre l'aide extérieure? Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'aide extérieure a toujours aidé même l'Afrique à aller dans la précarité. Parce que quand on envoie le FMI, la Banque mondiale, les experts qui viennent d'ailleurs, qui sont chèrement payés ici, sont en déphasage avec nos réalités. Ils ne maîtrisent pas forcément notre environnement. Or, nous disons qu'aucune théorie étrangère ne peut aider l'Afrique à aller au développement. Alors, l'aide, c'est affaiblir l'Afrique. L'aide, c'est ruiner l'Afrique. Je pense que celui qui tend la main
Celui qui donne ordonne, celui qui tend la main. Alors, si nous ne voulons pas toujours recevoir de l'ordre qui vient de l'extérieur, si nous ne voulons pas être toujours en chantage, parce que si vous avez remarqué, l'aide même est accompagnée toujours souvent d'une désorganisation de notre... Mais est-ce qu'on a le choix? Nous avons le choix, nous sommes des êtres humains, nous n'avons le monopole de l'intelligence, nous n'avons le monopole de l'invention. Alors nous pensons qu'ici en Afrique, on a démontré déjà, avant même l'arrivée des colonisateurs, des esclavagistes ici en Afrique, on a démontré que l'Afrique était un continent qui avait des potentialités, l'Afrique était un continent développé. C'est vrai que malheureusement, on a été stoppé dans notre élan de développement par l'esclavage et autres, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des intelligences, il y a l'élite africaine qui doit prendre ses responsabilités. Comment vous définirez le désordre culturel? Oui, le désordre culturel, c'est ce que nous voyons toujours dans nos rues, dans notre maison, partout. Le désordre culturel, c'est le fait que les Africains pensent que la bourgeoisie, être bourgeois, c'est devenir blanc, être galant, être bien mis, c'est devenir occidental. C'est pour ça que ce qui pousse généralement les uns et les autres, souvent à s'accaparer certaines choses qui ne les arrangent pas du tout. Moi, nous prenons des exemples très concrets. Quand vous allez, pendant les fêtes de Noël, dans toutes les maisons ici en Afrique, ce sont les sapins qui sont là. Or, le sapin, ce n'est pas forcément lié à la fête de Noël. Les poupées blanches qu'on donne à nos enfants pour aliéner encore les enfants, les femmes qui sont toujours avec des cheveux humains achetés, des cheveux de certains cadavres européens, alors qu'ils ont... c'est pas vérifié, hein? Si il y a aussi, des mèches artificielles, monsieur. Non, oui, je ne parle pas des les mèches artificielles. Et ce n'est pas la majorité. Mais certains, j'ai bien dit certains. Hein. Oui. Maintenant, madame, si on ajoute, si une femme achète des cheveux d'une autre femme pour mettre sur sa tête, nous pensons qu'il y a un problème. Nous pensons qu'il y a un désordre quelque part ici. Parce que je pense que la femme, quel que soit X, quelle que soit sa race... Les cheveux humains sont vendus dans tout le monde entier, que ce soit en Europe, en Inde, en Afrique, et tout le monde les utilise. Nous évitons d'envier les Européens. Mais on a le choix. Je pense qu'il faut laisser le choix aux uns et aux autres. Oui, non, je pense que nous n'avons pas forcément le choix. On nous impose certaines choses qu'il faut avoir la responsabilité et la vérité de reconnaître. Les médias nous polluent matin, midi, soir de certaines choses qui viennent d'ailleurs. Il faut qu'on puisse... Les médias donnent l'information. Les médias montrent ce qui se passe ailleurs, ce qui est bon, comme ce qui n'est pas bon. Madame, je dis qu'il faut qu'on tienne aussi compte de nos réalités culturelles. Je suis bien d'accord avec ici, vous. Ce n'est pas mais le cas. Nous acceptons... rejeter en bloc. Non, je ne rejette pas. Non, je ne rejette pas tout en bloc. Ah si, vous rejetez tout en bloc. Ce qui nous dénature, nous devons le rejeter. Ce qui nous dénature, nous devons le rejeter. Ce qui nous amène à avancer tout en gardant notre dignité, tout en gardant notre fierté, on doit l'encourager. Nous on ne peut pas rejeter tout en bloc. Nous sommes sur une planète où nous vivons avec les autres, on doit s'accepter. Mais malheureusement, nous, on se refuse et on accepte les autres avec leurs défauts. On peut accepter quelqu'un avec ses valeurs, mais on ne peut pas accepter quelqu'un avec ses valeurs et ses défauts. D'accord. Vous abordez d'autres sujets, tels que l'excision, la polygamie, l'homosexualité, etc. Quel message le lecteur doit retenir? Le lecteur africain doit retenir que l'Afrique doit se développer avec ses propres moyens. L'aide tue l'Afrique. Nul dans le monopole de l'intelligence, nul dans le monopole de l'invention, parce que les Africains ont inventé, les Africains sont des êtres qui sont intelligents. Nous pensons que c'est en tenant compte de l'environnement d'un peuple, en tenant compte des réalités d'un peuple, en tenant compte des besoins d'un peuple qu'on peut aider ce peuple à aller au développement. Or, nous sommes tous allés à l'école, nous pensons que nous pouvons aller au développement en se basant, en se comptant sur nos propres valeurs, en comptant sur nous-mêmes. L'Afrique doit compter sur ses enfants pour aller à son propre développement. Voilà. Merci beaucoup, M. Sedina Cherif. Ahmed, qui est un auteur engagé, auteur de La dictature culturelle, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.